Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce numéro de la Tribune du mardi qui a pour thème enjeu de la présence des pays africains au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous vous en souvenez, Madagascar a intégré le conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé la semaine dernière après la polémique provoquée par le Covid Organics, remède proposé par Madagascar contre le Covid-19. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons en ligne de Marseille en France, Maître Malisa Saïd Swalihi, qui est vice-adjointe du maire de Marseille et vice-présidente de l'Institut MA3. Bonsoir. Bonjour. James Ola, qui est diplômé de droit de production et distribution de l'énergie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est à Libreville au Gabon. James Ola, bonsoir. Bonsoir. Alors avant d'en venir à la discussion, nous vous proposons de suivre un extrait de l'échange entre le président de Madagascar, Andry Rajoelina, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, un échange plutôt cordial. Bonjour, docteur Tedros, monsieur le directeur général, c'est un plaisir de communiquer avec vous. Thank you, Your Excellency, and very nice to talk to you too. Comme vous le savez, docteur Tedros, tous les pays sont actuellement touchés par cette pandémie qui est le coronavirus. Nous avons étudié et cherché avec nos chercheurs de trouver d'autres voies et moyens pour faire face à cette pandémie. Nous avons mis le deuxième protocole d'études ou d'observation clinique sur la décoction ou le Covid Organics qui a été établi par nos chercheurs. Et donc nous avons utilisé de l'artémisia ainsi que d'autres plantes médicinales malagasy. C'est notre médecine traditionnelle qui est connue et reconnue pour ses effets. En réponse à cette invitation de l'OMS, nous acceptons de proposer le Covid Organics ou le tabac CVO et l'association des deux médicaments injectables en tant que médicaments candidats dans le cadre du Solidarity Trial, sous réserve l'adoption d'un accord de non-divulgation sur la formulation d'abord du Covid Organics que nous proposons actuellement. Thank you so much, Your Excellency. I have with me my chief scientist. Her name is Dr. Soumya Swaminathan, and she is leading the Solidarity Trial. First of all, thank you so much again for your leadership. As you rightly said, this COVID is now a global problem, and the contribution from all of us is very, very important, and especially leadership is really crucial. So I really appreciate you for that. Coming to the COVID situation, you have started taking actions early. And I think these measures are paying off, and continuing with the measures, especially a comprehensive package as you are doing, is very, very important. Alors, c'était un extrait de l'échange entre le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé à l'instant et le président de Madagascar, Andry Rajoelina, après l'orage entre l'Organisation mondiale de la santé et Madagascar. Sur ce plateau, nous a rejoint Lagrange Simenou Agnampé, vers qui nous allons revenir tout à l'heure. Lagrange, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aziz, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, Maître Malisa Saïd
Ahmed Swahili, vous avez certainement suivi cette actualité qui a mis aux prises Madagascar et l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que le fait pour l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui d'intégrer Madagascar au conseil exécutif, au sein de son conseil exécutif, vous paraît être une reculade? Merci d'abord de m'avoir convié sur le fait que Madagascar ait pu désormais rejoindre le conseil exécutif. Peut-être déjà rappeler comment est-ce qu'on désigne les membres de ce conseil exécutif. Exactement. Alors il y a 34 membres au sein de ce conseil exécutif et ils sont désignés par les États membres. Donc ils sont élus en fait par l'Assemblée générale. Donc ce n'est pas une décision unilatérale d'intégrer Madagascar au sein du conseil exécutif, mais c'est une décision collégiale qui émane donc principalement de l'Assemblée mondiale de la santé. Donc voilà, je tenais quand même à rappeler... à le préciser. Oui, mais ceux qui font partie de ce conseil, justement, sont choisis quand même sur la base de leurs compétences dans le domaine de la médecine. Tout à fait, et c'est le cas de 7 pays en Afrique. Donc il y a des personnalités qui sont présentées et ensuite l'Assemblée générale délibère. Donc c'est quand même 194 pays qui sont représentés au sein de cette assemblée. Donc voilà, c'était pour dire que considérer que c'est une reculade le fait que Madagascar puisse intégrer ce comité, je ne suis pas d'accord. Je pense tout simplement que c'est un droit comme pourrait le revendiquer n'importe quel autre pays qui est membre de l'organisation. Alors, l'Organisation mondiale de la santé fonctionne justement d'une façon qui parfois est critiquée, à tort ou à raison, par de nombreux observateurs à travers le monde. D'autres pays africains sont également membres de ce conseil exécutif et vous l'avez souligné. Mais quel va être leur véritable poids, puisqu'on sait que l'Organisation mondiale de la santé, pour fonctionner, a besoin de beaucoup d'argent pour financer la recherche, etc. Est-ce que les pays africains vont pouvoir peser au sein de ce conseil? Alors, peut-être aussi, et là, excusez-moi, c'est peut-être une déformation si professionnelle, rappeler d'abord quel est le rôle de ce conseil exécutif. Le conseil exécutif, sa fonction principale, c'est d'appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée mondiale de la santé. Donc, elle applique des décisions qui ont été prises essentiellement ailleurs. Et donc, c'est très important pour que vous puissiez savoir quelle est leur réelle marge de manœuvre. Donc, il est important que l'Afrique soit représentée pour pouvoir donner la voix. À titre de comparaison, l'Europe, c'est également 7 pays qui sont représentés, je crois de mémoire, 7 ou 8. C'est pour dire que chaque voix compte et que c'est une manière aussi de pouvoir porter peut-être très haut les revendications, les problématiques africaines, parce qu'en ce qui concerne le domaine de la santé, les problématiques africaines sont quand même nettement différentes que celles des autres continents. Oui, à propos des problématiques africaines, justement, Madagascar a brillé par sa liberté de ton et sa liberté d'action, notamment par rapport au choix de faire la promotion du Covid Organics contre vents et marées, comme ça a été vu récemment. Est-ce que Madagascar va pouvoir, c'est une question qui se pose également, conserver cette liberté de ton et d'action qui lui a permis qui a permis au pays de se distinguer ces dernières semaines? Juste parce que j'ai effectivement oublié de répondre à une partie de votre seconde question sur l'aspect financier. Alors effectivement, ce sont les États-Unis, on le sait, qui sont le gros bailleur de fonds et ça peut porter d'ailleurs préjudice à l'organisation dans la mesure où les États-Unis peuvent décider certaines décisions unilatérales qui peuvent porter préjudice à l'ensemble de l'organisation. Mais pour revenir à votre dernière question, Madagascar est actuellement représenté par son ministre au sein de ce conseil exécutif. Le professeur Ahmad Ahmad.
Exactement. Et j'aime à croire, compte tenu cette récente historique de cette liberté de ton de Madagascar, qu'elle saura le conserver et qu'être à l'intérieur de ce conseil va permettre justement d'aller au plus au fond de cette affaire. Je laisse aux médecins et aux spécialistes du domaine de la santé le soin de dire ce qu'il en est, en tout cas des effets réels ou non de ce remède ou médicament, parce qu'il y a eu d'ailleurs un large débat à ce sujet proposé par Madagascar, mais en tout cas, le fait que le ministre de la Santé puisse, au sein de ce Conseil, défendre cette position me semble très intéressant. Alors, nous allons maintenant au Gabon passer la parole à James Ola, qui est l'un de nos panélistes. James Ola, vous avez été très actif au sujet de l'actualité de Madagascar il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un hasard que Madagascar soit aujourd'hui coopté ou bien élu au sein du conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé après cet épisode avec l'OMS au sujet du Covid Organics? Pour répondre à votre question, je dirais qu'il n'y a pas de hasard. D'abord, je ne crois pas au hasard. Et nous sommes dans un environnement et dans une organisation qui est politique, qui est multilatérale, qui est politique, donc il y a beaucoup d'influence. Donc je ne pense pas que la désignation de Madagascar au conseil exécutif de l'OMS soit un pur hasard. J'avais d'ailleurs entendu que, suite à cette polémique entre l'OMS et Madagascar, que ce pays d'ailleurs menaçait de quitter l'organisation. Donc je ne pense pas que ce soit un hasard que ce pays ait été élu au conseil exécutif. C'est peut-être une occasion de pouvoir le retenir au sein de cette organisation. Une occasion peut-être de pouvoir retenir Madagascar, mais bon, il y a un instant, maître Madisa Saïd Swahili l'a précisé, il s'agit quand même on va dire d'une entrée qui est tout à fait classique, hein. Ça obéit à une démarche, à une proposition des États qui bien sûr est conforme à la façon dont ça fonctionne, dont les membres sont cooptés au sein de ce conseil. La grande Chimenoua Nyampé. Oui, merci Aziz. Pour enchérir par rapport à ce que disaient nos deux intervenants, je dirais d'abord que quand nous regardons les principaux axes sur lesquels l'OMS doit intervenir, il y a le financement de la recherche médicale, et l'assistance technique au pays qui le demande. Mais l'Afrique et particulièrement Madagascar ces derniers temps a démontré, je ne sais pas s'il faut dire un pragmatisme ou a apporté une solution à une situation que vivait le monde, mais nous avons vu comment est-ce que l'OMS a méprisé, je mesure bien mes mots, a méprisé l'investissement qui a été fait par ce pays, et il a fallu que certains pays africains puissent aller à la rescousse de Madagascar, puissent marquer leur soutien ferme à Madagascar, et que dans un pays même, que les représentants de l'OMS, dans un pays africain, que les représentants de l'OMS aient été déclarés persona non grata, pour que nous en arrivions... du Burundi. Du Burundi, pour que nous en arrivions aujourd'hui, et d'autres pays menacés également, après que Madagascar ait fermement dit qu'ils étaient prêts à partir de l'OMS, à quitter le protocole de l'OMS, et que d'autres pays non moins influents leur emboîtaient le pas. Donc déjà, il faut dire que l'OMS également avait déjà des difficultés financières, parce qu'une organisation
nécessite des financements et l'OMS nécessite beaucoup de financements. Les États-Unis également, à un moment donné, ont menacé de partir de l'organisation. Et nous savons que les États-Unis donnent au minimum 15% du financement sur les 194 pays. Les États-Unis donnaient 15% du financement de cette organisation mondiale. Et au-delà, il y a d'autres pays également, comme non seulement d'autres pays, mais des ONG et des fondations, comme la fondation Bill et Melinda Gates, qui sont les deuxièmes financiers de cette organisation. Donc, je pense qu'il serait bien que nous puissions d'abord faire savoir ces petits détails-là. Donc, aujourd'hui, nous apprenons que Madagascar est au sein du conseil exécutif. C'est bien, l'Afrique est représentée, mais à mon humble avis, je pense que cela ne va apporter aucune influence au processus qui a déjà été mis en place parce que l'OMS déjà tient 2 réunions chaque année et la plus importante se tient en janvier, la deuxième se tient en mai. La plus importante est celle-là qui définit les politiques requises, qui donne les grands axes de l'organisation. Donc, nous sommes aujourd'hui au mois de mai. La deuxième réunion, je ne sais pas si elle a déjà eu lieu, va probablement se tenir, mais des engagements ont déjà été pris par cette organisation avec leurs bailleurs de fonds, leurs principaux bailleurs de fonds. Ils ont des défis aujourd'hui. Les États-Unis qui menacent de partir, les autres contributeurs également qui sont en train de tempêter dans l'ombre dont nous n'avons pas les informations. Moi, je pense que l'Afrique doit tenir ferme. Il y a 1 an, l'Union africaine, par le biais du Parlement panafricain, a eu l'ingénieuse idée d'organiser un sommet de haut niveau sur le financement de la santé du sida. Et il était question que chaque nation puisse élever le niveau du financement de la santé, que les parlementaires puissent influencer les gouvernements à cet effet. Donc, et malheureusement, pour l'instant, il n'en est toujours rien. Les pays africains tardent à mobiliser le minimum de ressources financières nécessaires pour justement faire avancer la recherche et la lutte contre certaines maladies que vous venez d'évoquer. Cela n'a pas manqué que Madagascar puisse produire. Justement, et Madagascar qui a une tradition de recherche en médecine traditionnelle qui est quand même forte de plusieurs années, depuis environ 50 ou 60 ans, si je ne m'abuse. James Sola, Madagascar a désormais la possibilité peut-être de montrer que même lorsqu'on est un pays classé comme parmi les plus pauvres, il est possible, grâce à la ressource humaine, de se mettre en avant et de se faire respecter dans le concert des nations. Absolument. Et je pense que le leadership du président malgache est indéniable. Je voudrais seulement répéter quelques mots des discours qu'il a prononcés en disant « Madagascar se lève, l'Afrique s'impose » et il rendait donc grâce à l'Afrique, donc il rendait hommage à l'Afrique, la terre de ses ancêtres. Donc moi je suis convaincu que si on prend par exemple la situation d'un pays comme Cuba, si on prend un pays comme Cuba qui a vécu l'isolation et qui médecine et justement à l'occasion de cette pandémie, on a vu les médecins cubains aller apporter leur savoir-faire à leurs collègues italiens. Donc ça veut tout simplement dire que c'est une question de volonté politique. Si on veut, on peut effectivement mettre les moyens là où il faut. Et de toute façon, pour revenir à l'exemple cubain, les Cubains ne font pas cela par altruisme. Je veux dire, les médecins cubains, quand ils arrivent quelque part, ils apportent, ils exportent en fait leur savoir-faire médical et bien évidemment, ils sont payés en retour. Donc ça veut dire que tout est une question de choix politique pour le pays. Madagascar a gardé cette tradition. Elle a un institut qui existe depuis plus de 60 ans. Madagascar, on le sait, c'est véritablement une terre où la médecine traditionnelle et surtout les plantes médicinales sont poison. La plupart des grandes firmes pharmaceutiques s'approvisionnent à Madagascar. Personne ne peut le nier. Donc, il y a une tradition dans ce pays qui est là, et où la médecine naturelle, où la médecine par les plantes a droit de citer.
Donc, je pense simplement que à ce niveau-là, c'est pas une question de moyens seulement, c'est d'abord, de mon point de vue, une question de volonté politique. C'est d'abord une question de volonté politique et d'organisation qui va, Lagrange Siménois Nyangbe, permettre d'inverser la tendance et de faire en sorte que Madagascar et au-delà les pays africains soient vus différemment. On se souvient également que dans lors de l'interview qu'il a accordée à des médias français, le président malgache avait justement exprimé une certaine frustration que les chercheurs africains soient souvent sous-estimés. Effectivement, nous en avons eu la preuve par rapport à ce Covid organique. Les chercheurs africains sont sous-estimés sur l'échiquier international, alors que quand vous allez dans certaines nations, développées, vous vous rendez compte que ce sont ces chercheurs africains qui sont sous-traités, qui sont recrutés pour faire le travail dans l'ombre, et c'est l'institut ou le centre de recherche pour lequel ils travaillent qui est honoré. On ne cite pas ce qui est fait dans l'ombre et ceux qui ont participé à la recherche. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont compris qu'il faille donner de la valeur à nos intellectuels, à nos cadres, à nos chercheurs et particulièrement à la médecine traditionnelle, parce que sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Et le président malgache y est allé très fort et je pense qu'il a donné un exemple. Il a donné le top à plusieurs autres chefs d'État qui certainement lui emboîteront le pas. Donc attendons-nous à ce que vraiment les choses changent en Afrique. C'est vrai, Madagascar est aujourd'hui au conseil exécutif de l'OMS, mais pourquoi ne pas redonner de la valeur à nos organisations régionales et sous-régionales qui travaillent dans le cadre, dans le domaine de la santé, et promouvoir le financement de la recherche chez nous, parce que cela également fait défaut. C'est ce qui surtout nous a amené certainement à signer les protocoles et à ratifier les protocoles d'accord, les protocoles d'adhésion à l'OMS que nous mettons au-dessus de nos organisations sous-régionales et régionales. Et nous attendons, beaucoup ont longtemps attendu l'accord de l'OMS pour pouvoir mettre sur le marché, même africain, des produits qui auraient pu faire beaucoup. Donc je pense que ce problème certainement va être réglé d'ici là avec ce que nous sommes en train d'observer, avec la révolution que nous sommes en train d'observer, si je peux m'exprimer ainsi, dans ce domaine-là. Maître Madiza Saïd Swalihi, grâce à Madagascar, les pays africains vont pouvoir, au sein de l'Organisation mondiale de la santé, même s'ils n'ont pas les moyens financiers pour faire bouger les lignes, vont pouvoir avoir une voix qui compte, qui pèse un peu plus désormais. Juste rappeler que Madagascar n'est pas le seul pays africain qui est membre désormais de ce conseil exécutif. Il faut rappeler qu'il y a le Botswana, le Burkina Faso, le Gabon, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Kenya. Parce que vous parlez essentiellement de Madagascar en espérant que ce soit Madagascar qui devient le porte-voix de l'Afrique. Mais je tiens quand même à rappeler qu'il y a d'autres pays qui sont membres et j'espère que ces pays-là aussi feront entendre leur voix, pourront se constituer aussi en lobby et pourront aussi, en tout cas, parvenir à influencer les différentes décisions qui sont prises au sein de l'organisation. Oui, mais maître, voir Madagascar comme le porte-voix de l'Afrique serait peut-être juste, vu que Madagascar a tenu la dragée haute aujourd'hui à l'Organisation mondiale de la santé. C'est quand même clair que Madagascar est parvenu à se faire respecter face à l'OMS et à honorer l'Afrique. C'est-à-dire que c'est une position qu'on n'a pas souvent vue. Bien entendu, vous prêchez une convaincue de par mes liens avec la Grande Île. Donc bien sûr que nous sommes fiers que Madagascar ait pu, ne serait-ce que sur la place mondiale ou même diplomatiquement, s'imposer. Et j'espère que cela va pouvoir créer finalement une certaine émulation et
susciter finalement au niveau panafricain un sursaut. J'aime à le croire. Maintenant, j'aimerais que collectivement, que nous ne laissons pas peser sur Madagascar seule cette responsabilité, ce poids. J'aimerais que collectivement, nous puissions réfléchir à comment impulser une véritable politique de santé en Afrique. Parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, la santé et l'éducation sont les parents pauvres de la politique africaine. Pour des raisons diverses, hein. Entre autres, les politiques économiques font que ce sont les secteurs qui constituent finalement les variables d'ajustement lorsque, par exemple, un gouvernement établit son budget ou sa loi de finances. Donc, à présent, on a compris qu'il faut que cela change. Et il faut une véritable volonté politique. Je m'inscris totalement à ce qui a été dit précédemment. Merci. Oui, la grande chevalier Nyangpe veut ajouter quelque chose. Oui, je pense que cela est en train d'être fait. Comme je le disais tantôt, le Parlement panafricain a eu l'initiative, la belle initiative de convoquer un sommet de haut niveau sur le financement de la santé en Afrique. Et l'un des objectifs principaux de ce sommet de haut niveau, c'était d'attirer d'abord l'attention des parlementaires, des ministres de la santé africains et des ministres des Finances sur l'importance d'attirer l'attention des gouvernements et des autorités, des diverses autorités politico-administratives sur le financement qu'il faille apporter à la santé aujourd'hui en Afrique. Donc, je pense que cela va aller de l'avant, cela va apporter un plus parce que presque tous les pays africains étaient représentés à ce sommet de haut niveau. Il y a eu une résolution. Oui, mais ce n'était que l'année passée. Oui, mais les rencontres de haut niveau, les rencontres de haut niveau sur le continent, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Je suis d'avis avec vous qu'il y a eu beaucoup de rencontres qui n'ont pas porté leurs fruits, mais cela dépend de l'accompagnement que nous apportons, nous, société civile, que les médias apportent à ces rencontres-là, aux résultats issus de ces rencontres, pour inciter les politiques à pouvoir valoriser et à pouvoir mettre en œuvre. Nous allons, Lagrange Simenywa Nyangpe, nous appesantir sur cet aspect dans quelques instants, mais c'est vrai, et Maître Malisa Saïd Swali l'a souligné, les secteurs de l'éducation et de la santé sur le continent sont laissés pour compte dans la plupart des pays. Comment arriver à inverser la tendance, parce que nous avons, vous l'avez souligné tantôt, de nombreuses dispositions qui ont été prises avec des réunions des ministres de la santé du continent africain l'année dernière. Il y a des initiatives dans d'autres secteurs qui ont été prises, mais sans de véritables retombées. On a l'impression que les États africains attendent toujours qu'on paye pour eux. Bon, est-ce qu'il faut dire que les États africains attendent toujours qu'on paye pour eux, même si tout a eu à montrer qu'il en est ainsi? Moi, aujourd'hui, je ne pense pas que les choses soient ainsi, parce que n'oubliez pas que nous avons un actif, ou que les autorités politico-administratives ont eu à réceptionner un actif lorsqu'ils sont arrivés aux affaires. Je ne suis pas en train d'encourager ou de dire que les choses sont bonnes, mais toujours est-il que chaque nation, au nom de sa souveraineté, définit ses politiques, définit ses priorités, et en fonction de ces priorités, en fonction des défis et des enjeux auxquels ils sont appelés à faire face pour le moment, ils sont obligés d'apporter un certain appui. Toujours est-il que l'éducation et la santé sont non effectivement pas les financements qu'il faut, non effectivement pas le soin ou le regard qu'il faut, mais je ne pense pas que nos États en soient inconscients, que nos autorités en soient inconscients, mais plutôt qu'il faille trouver les moyens en fonction des défis qui se présentent à eux, comme je le disais tantôt, en fonction des défis présents qui se présentent à eux, pour pouvoir travailler sur l'avenir. Aujourd'hui, ce qui est à faire, à mon humble avis, c'est de la prospective, c'est de nous dire nous connaissons déjà l'état de notre secteur éducatif, mais
de quel secteur éducatif avons-nous besoin dans les 5 ans à venir et commencer à travailler dans ce sens. Nous sommes aujourd'hui en Afrique dans un processus d'intégration régionale. Pourquoi ne pas penser au niveau africain à mettre en place des mécanismes que nous adopterons, parce que n'oublions pas que nos secteurs éducatifs également sont influencés par les organisations auxquelles nous appartenons. Nos secteurs éducatifs, à un moment donné, jusqu'à un passé récent, étaient contraints de mettre en œuvre des programmes qui leur étaient imposés. Donc, des programmes qui leur étaient imposés et qui n'ont pas malheureusement porté de fruits. Alors le cas justement de Madagascar, on en revient. C'est vrai que maître Malisa Saïd Swali nous rappelait que Madagascar ne pourra pas sur ses épaules frêles supporter seul tous les espoirs de l'Afrique, mais pourquoi pas? Madagascar ne pourra pas supporter seul le poids des défis du continent africain, mais Madagascar a offert à l'Afrique le privilège de démontrer que l'Afrique est capable de quelque chose. L'OMS disait, si je ne me trompe, que des millions et des millions de morts seront comptés dans le cadre de la pandémie actuelle dans le monde. Mais et l'OMS aujourd'hui salue les efforts, la capacité de résilience du continent africain par rapport à la pandémie. Si Madagascar n'avait pas tenu bon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc il faille que nous puissions prendre conscience des valeurs que nous avons, de ce que nous avons et que nous puissions faire avec les moyens que nous avons. Nous ne sommes pas contraints d'aller contracter des prêts ou d'aller demander le financement. Faisons avec les moyens de bord, comme l'a fait Madagascar. Nous n'avions pas jusque-là entendu dire que Madagascar sollicitait le financement de tel État ou de telle organisation ou de telle fondation pour mettre en œuvre ce produit-là. Et pire, lorsqu'ils ont eu ce produit, ils ont pensé à le distribuer à la communauté africaine. Donc Madagascar, je pense, a fait 50% de ce qu'il fallait faire. Madagascar portait très haut le flambeau de l'Afrique et il faille que les autres nations puissent maintenant soutenir Madagascar afin qu'ensemble nous puissions véritablement faire plus, non seulement dans le domaine de la santé, mais dans d'autres domaines. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, nous parlons de Madagascar, mais demain, nous pourrons parler du Gabon dans le domaine de l'éducation. Nous pourrons parler, pourquoi pas, de l'Afrique du Sud ou de la Guinée-Bissau dans le domaine des transports, dans le domaine du tourisme. Donc, je pense que un grand exemple vient de nous être donné et il faille que nous puissions saisir cette opportunité-là qui nous est offerte pour pouvoir mieux donner à l'Afrique et aux Africains. Il faut mieux donner à l'Afrique et aux Africains. Ça incombe, cette responsabilité incombe aux Africains de se prendre en charge. Nous avons vu avec la lutte contre le Covid-19 la possibilité, la capacité des pays africains à se prendre en charge, à montrer ce sursaut qui finalement a souvent manqué dans de nombreuses situations. James Ola, le continent africain finalement semble être prompt à relever les défis qui semblent être les plus difficiles. Il y a eu de nombreuses maladies, le VIH-Sida, le paludisme, et maintenant la fièvre Ebola, la fièvre Lassa. Là, nous avons le Covid organique. Est-ce que c'est la capacité finalement le Covid-19, est-ce que c'est finalement toutes ces situations, toutes ces maladies qui ont forgé cette capacité des pays africains à s'adapter, à se montrer à la hauteur des défis à relever aujourd'hui? Oui, absolument. Bon, disons, je suis afro-optimiste, donc je suis très content de ce constat-là, parce que vous avez cité un certain nombre de maladies qui ont souvent fait beaucoup de tort et beaucoup de mal à l'Afrique. Et pour la première fois, nous avons une véritable pandémie qui a touché le monde entier. L'avantage, en fait, si je puis dire, de ce Covid-19, c'est qu'il nous a révélé, en fait, deux choses. C'est que nous sommes tous des êtres humains et que nous sommes tous impuissants devant la mort, malgré nos moyens technologiques, financiers. Et donc,
on se rend souvent compte que c'est dans les difficultés que se révèle parfois le génie d'un peuple, le génie d'un continent. Bon, on a vu Madagascar prendre le lead en venant non pas demander de l'aide, mais en venant proposer quelque chose qui venait de nos traditions, de notre pharmacopée africaine et du sol africain. Donc c'est quand même une première, à mon avis, à souligner. C'est l'une des rares fois où l'Afrique est venue avec quelque chose qui a une valeur ajoutée. En général, on amène du coton, du café, du bois, des minéraux, mais pour la première fois dans un domaine qui donne la vie, c'est-à-dire la santé, Madagascar est arrivé avec une proposition concrète, un produit que ce pays a également proposé gratuitement à un certain nombre de pays africains qui ont eu également le courage de Madagascar, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de pays africains sont encore dans un état, je dirais, je sais pas comment le qualifier pour rester courtois, mais il y a beaucoup de pays africains, donc quand je dis les pays africains, je parle du leadership, il y a beaucoup de pays africains qui ont encore peur. Ils sont encore terrorisés parce qu'ils ont peur. Et puis comme on nous a tellement rabâché depuis des années que nous étions des pays pauvres très endettés, que nous étions des pays pauvres, on a l'impression qu'on est pauvres, on ne peut rien apporter. À Madagascar a prouvé le contraire. Donc je pense que c'est le début de quelque chose. Mon opinion rejoint celle du collègue qui est avec vous et qui disait qu'effectivement les choses sont en train de se mettre en place. Ma conviction, c'est que le Covid-19 est un déclencheur, c'est le commencement de quelque chose. C'est vraiment ma conviction. Je peux me tromper, mais il y a quelque chose qui va se passer à partir de là. Je pense que les Africains vont se rendre compte qu'ils peuvent faire confiance d'abord en eux-mêmes. C'est la première chose, faire confiance à leur science, à leur tradition. Ils peuvent également apporter quelque chose à l'universel. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, les changements psychologiques, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais nous allons le constater dans les relations multilatérales. Je peux vous assurer que la place de Madagascar et les autres pays africains dans le conseil exécutif de l'OMS, je peux vous assurer qu'ils vont plus être perçus de la même façon. Ils ne seront plus regardés de la même façon. Après ce qui s'est passé, je peux vous assurer qu'on ne regardera plus les Africains de la même façon. Moi, ce que je voudrais aller un petit peu plus loin au niveau des perspectives. Oui. Je pense que ce qu'il faudrait que l'Afrique commence à faire, parce qu'il faut commencer par quelque chose, c'est à mon avis penser sérieusement à mettre en place, parce qu'il y a des problématiques sanitaires qui sont spécifiques à l'Afrique, comme disait Madame Saïd Sohi tout à l'heure, il y a des problématiques qui sont propres à notre continent. Et il n'y a pas de honte, à mon avis, il n'y a pas de honte à pouvoir non seulement se réunir pour avoir des politiques nationales en ce qui concerne la santé et des budgets conséquents, mais je pense qu'il faut penser aussi à une organisation africaine de la santé. Moi, je vois les choses de cette façon-là. Il faut que l'Afrique s'organise déjà sur le continent. Et c'est vraiment dans cette voie-là que je vois l'Afrique s'organiser. Là, on commence par la santé, et après, effectivement, on pourrait aller sur d'autres activités. Mais je pense que le Covid organique est un produit africain, c'est un remède africain, c'est un médicament africain tiré de notre pharmacopée. Et je suis sûr que si nous faisons l'inventaire de tout ce que nous avons comme vraiment médecine naturelle, traditionnelle de l'Afrique, mais c'est un véritable... c'est une richesse, mais c'est une richesse énorme. Elle ne peut être mise en valeur que si nous nous concentrons d'abord et que nous travaillons d'abord en tant qu'Africains pour régler nos problématiques de santé publique en Afrique, qui sont quelquefois spécifiques, avant d'aller se noyer dans les grandes organisations internationales où parfois notre voix compte peu, où notre poids est très léger. Donc moi je suis plutôt quelqu'un qui pense à ce que l'Afrique puisse non pas se retirer des organisations, mais s'organiser aussi, s'il faut dire. S'organiser aussi. Sur le continent, sur des grands sujets comme ça, sur l'éducation, sur la santé, si tu veux, les infrastructures. Avoir vraiment des organisations régionales africaines. Et moi je pense qu'il faut qu'on saisisse vraiment cette opportunité, cette occasion que le Covid a donné offre à l'Afrique. L'occasion vraiment de développer une politique de la santé
une politique de la recherche qui soit africaine et qui soit implémentée, mise en œuvre dans les différents pays africains. On l'espère. James Sola, juste ajouter que à côté du Covid Organics proposé par Madagascar, il y a eu au Kenya une solution traditionnelle, au Cameroun et même au Burkina Faso, au Bénin, avec le professeur Valentin Agon. Donc il y a eu des solutions africaines, même si le Covid Organics a eu le mérite d'être mis en avant. Maître Maliza Saïd Souaili, l'une des solutions pour le continent africain, c'est ce que venait de dire précédemment James Sola et Lagrange Simenou Anyangpe, serait de s'organiser au niveau africain. Bon, on a le centre des maladies de l'Union africaine qui fait un travail déjà remarquable, mais s'organiser pour avoir une sorte d'organisation africaine de la santé qui viendrait peut-être permettre de donner un coup d'accélérateur à toutes ces initiatives africaines. Alors moi, je suis de celles qui aiment à reprendre une parole burkinabé qui dit que lorsqu'on dort sur la natte d'un autre, c'est comme si on dormait par terre. Donc, une manière de dire que il faudrait que nous cessions à chaque fois de s'en remettre à l'extérieur, on dit extérieur au continent, pour trouver des solutions aux mots africains. Quand je dis mots, MAUX, bien entendu. Donc il faut des réponses africaines aux réalités africaines par des Africains au lieu de à chaque fois compter sur l'extérieur ou faire un mimétisme occidental qui ne répond pas toujours aux réalités de notre continent. Donc, bien entendu, je suis celle qui espère qu'une organisation panafricaine de la santé puisse voir le jour. Encore faut-il ensuite derrière que nous puissions y mettre du contenu, que ce soit pas juste une coquille vide, sans moyens humains et financiers et sans réelle vision aux perspectives. Il faut, parce que à plusieurs reprises, nous avons réfléchi à des solutions africaines dans différents domaines. Quand vous parlez de la justice, on a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par exemple, et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que ces différentes organisations ont les moyens nécessaires, les moyens qui répondent aux ambitions qui étaient les nôtres au moment de leur création? Ça, c'est un autre débat. Donc, on peut très rapidement dire qu'on veut mettre en place une organisation africaine de la santé, mais il faudra vraiment réfléchir à ce qu'on met dedans et aux moyens d'action. Et vous venez de le souligner, il faut du contenu. Lagrange Simenou Anyangpe, ce n'est pas tout de proposer de mettre en place une organisation, mais il va falloir y mettre un contenu et se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Effectivement, je suis d'avis avec elle et je pense aussi, sinon qu'il faille faire avec ce que nous avons déjà, parce que penser à créer une autre organisation alors que nous avons déjà une entité au sein de l'Union africaine qui s'occupe de la santé, pourquoi ne pas penser à redéfinir le cadre juridique de ce centre-là qui existe déjà, lui donner plus de capacité, c'est-à-dire étendre ses limites et voir dans quelle mesure œuvrer pour lui donner les moyens financiers requis, comme elle le disait. Nous avons vu en face de la pandémie le président en exercice de l'Union africaine, le président sud-africain, qui, ensemble avec le président de la Commission de l'Union africaine, ont mis en place une task force pour réfléchir au financement de la lutte contre la pandémie actuelle. Donc, de cette même manière, je pense, et ça a mené à ce qu'on ait des allègements de nos dettes pour permettre de pouvoir riposter, par rapport à la pandémie. Mais pourquoi ne pas faire de même, c'est-à-dire solliciter des philanthropes africains, solliciter des structures africaines qui
sont en mesure de financer ces choses-là, définir déjà le cadre juridique, définir les orientations, le cadre de recherche pour les années à venir et aller à la recherche du financement intra-africain, pas extra. Et pourquoi ne pas penser peut-être à créer de petites tasses au niveau africain comme la ZELCA qui a été mise en place pour financer l'agenda 2063. Pourquoi ne pas réfléchir à un mécanisme de tirer en sorte quelques un mécanisme comme peut-être rendre obligatoire les contributions. Peut-être que ça... Oui, les contributions, en fait, aujourd'hui, posent problème. Raison pour laquelle même l'OMS est financée par des philanthropes, des ONG, des fondations. Bon, mais est-ce que ce sont réellement des philanthropes? Parce que... Bon. Et là, je vais poser la question à James Ola. On a de drôles de philanthropes au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Des philanthropes qui, ma foi, ont souvent... parfois des agendas bien ficelés. Des objectifs. James Sola. Oui, en fait, c'est un euphémisme. Un euphémisme, dire parler de philanthropie dans le business de la santé. C'est clair que les fameux philanthropes font des investissements et gagnent de l'argent. C'est un gros business. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. Ils viennent pas là en disant on a gagné beaucoup d'argent dans l'information et la technologie et maintenant on va investir on va donner cet argent-là aux plus pauvres. Ce sont des histoires. Je ne crois pas du tout à ça. Donc ce sont des philanthropes du 21e siècle, un nouveau genre de philanthrope. Parce que derrière ça, il y a du business, il y a de l'argent et des gros intérêts financiers. Alors, des philanthropes du 21e siècle, maître Malisa Saïd Swalihi, il va peut-être falloir pour les pays africains, et vous l'avez martelé, trouver d'autres solutions à leurs maux, à leurs problèmes, parce que finalement dans ce monde où ceux qui sont les plus puissants s'imposent, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans la recherche médicale, eh bien c'est quand même difficile pour les pays africains d'arriver à s'imposer finalement. Oui, tout à fait. Et cela, finalement, soulève une question, c'est de l'urgence économique. Je m'explique. Tout à l'heure, ça a été dit, l'Afrique l'est connue pour finalement exporter uniquement ses matières premières. Nous ne transformons pas. Et c'est bien là notre problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas, pour l'instant, pu développer une industrie. Et il faudrait désormais que cela devienne notre objectif principal. Parce que si aujourd'hui nous pouvions développer notre industrie pharmaceutique, nous n'aurions peut-être pas ce débat. Parce qu'à ce moment-là, les réponses africaines existeraient déjà. Donc, il y a toute une réflexion panafricaine à mener. Et pour cela, j'espère que nous aurons les dirigeants, les leaders nécessaires, tels que le président malgache le fait actuellement, pour pouvoir mener de telles politiques à l'échelle continentale. Et vous le soulignez si bien, c'est ce type de leadership de nos jours est rare sur le continent africain. La grange Simenou Agnakpe, il va falloir du leadership, mais un leadership qui parfois se paye au prix fort. Hein. Oui, un leadership qui se paye au prix fort puisque les défis sont forts, les défis ne sont pas des moindres, donc il faille véritablement que nous ayons des leaders qui aient véritablement une politique qui ait soif d'un développement pour l'Afrique, des leaders qui pensent véritablement aux générations à venir, comme l'a fait le président malgache, qui, nous l'avons tous vu, était prêt à tout pour aller de l'avant et pour donner quand même une certaine crédibilité à l'Afrique. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la politique
africaine ne permet pas un certain nombre de choses, mais nous ne devrons pas perdre espoir dans la mesure où nous voyons des leaders de ce genre s'affirmer. Nous devons pouvoir nous rendre à l'évidence de ce que c'est possible. C'est possible de changer la donne, c'est possible de rêver d'une Afrique meilleure à ce que nous avons aujourd'hui et de pouvoir consentir les efforts requis. Toujours est-il que les processus d'élection dans nos nations ont toujours pour base la démocratie. Nous sommes toujours dans des entités démocratiques et c'est le peuple qui choisit ses leaders, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Donc, il faille que les peuples africains puissent véritablement choisir les leaders conséquents, les leaders qui puissent véritablement leur apporter un plus et représenter valablement leurs préoccupations. En tout cas, on l'espère. Nous allons donner à Maître Malizi Saïd Swahili l'occasion de dire son mot de fin avant James Sola. Maître Malizi Saïd Swahili, il va falloir pour le continent africain une autre race de dirigeants, un certain leadership pour porter sa voix, pour relever ses défis, mais là, ça pourrait ne pas être demain la veille. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je me refuse au fatalisme. Tout à l'heure, cela a rappelé qu'on pouvait être afro-optimiste. Nous ne sommes pas fatalistes. Voilà. Donc, et l'exemple de Rajoelina, le président malgache, quand même, est parlant. Alors oui, certes, sur l'essentiel du continent, il manque ses leaders, il manque la jeunesse, surtout, il faut le rappeler. Mais ce n'est pas irréversible et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui ne se laissera pas faire et qui monte dans le domaine économique, dans le domaine politique, etc. Et donc, non, c'est un message d'espoir. Sincèrement, je pense que les choses vont commencer à bouger. Il y a des exemples quand même en Afrique qui aujourd'hui laissent à croire que la bonne gouvernance, ça existe quand vous regardez le Cap-Vert par exemple, et que des jeunes leaders, ça existe quand vous regardez Madagascar par exemple. Donc il y a, je parie sur l'avenir et je parie sur l'avenir africain. Parions sur l'avenir. James Sola, on fait le même pari. Vous l'avez souligné tantôt, vous êtes afro-optimiste. Nous partageons cet afro-optimisme. Vous restez confiant quant à ce sursaut du continent africain? Alors absolument. Vous le savez peut-être, je suis un passionné de leadership et je pense et je suis convaincu qu'il y a au moins 53 autres Rajoelina en Afrique. Je suis convaincu de ça. Et l'Afrique, vous savez, dès que je parle d'Afrique, je commence à me passionner, je sens que ça boue, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont, vous savez, les transformations sont souvent lentes. Je m'intéresse beaucoup au leadership et j'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui est plutôt un griot qui va encenser un président, mais le président de Madagascar est devenu un petit peu ma référence. Parce que lorsqu'on enseigne le management ou le leadership aux étudiants, ils ont parfois l'impression que ce sont des théories, ce sont des choses comme ça, on ne voit jamais ça parce qu'ils n'ont pas de référence, vous savez. Et là, ils ont un président qui a une vision, enfin, qui a des idées, qui a des valeurs, qui a une passion, qui défend son continent, devant des chaînes de télévision, il ose quand même dire des choses que très peu d'entre eux disent. Voilà, il fait manque de courage. Et des gens comme lui, je suis sûr qu'il y en a en Afrique. Donc, je ne peux être qu'optimiste pour l'avenir de l'Afrique. Je suis vraiment optimiste et je suis convaincu d'une chose. Vous savez, ce Covid-19, il est venu un petit peu rabattre les cartes. Il est venu psychologiquement chambouler les certitudes, dire que vraiment nous sommes tous, vous savez, nous sommes tous des êtres humains et l'intelligence est la chose la mieux partagée sur la planète. Et il suffit qu'on ait l'année prochaine ou dans 2 ans, dans 3 ans, 3, 4, 5, Rajoelina, ça va changer. Vous savez, si aujourd'hui Madagascar est mis en évidence, si Madagascar est pris au sérieux, c'est parce que à un moment donné, il y a un président qui s'est levé. Là, il a d'ailleurs dit, je me disais ça.
Madagascar se lève, l'Afrique s'impose. C'est extrêmement important. C'est quelqu'un qui est patriote, il aime son pays, mais par-dessus tout, il aime l'Afrique. Ça, c'est extrêmement important. Et vraiment, moi, je suis optimiste, je suis enthousiaste. Et je dis que le 21e siècle, c'est mon point de vue, ce sera le siècle de l'Afrique. En tout cas, on note bien cet afro-optimisme qui est donc aujourd'hui arrivé à point nommé, parce que nous sommes la semaine, nous avons cette semaine la célébration de la journée de l'Afrique, une journée de l'Afrique qui est l'occasion, enfin une semaine de l'Afrique, parce que il y a plusieurs activités avec la journée de l'Afrique ce 25 mai et bien sûr d'autres activités virtuelles tout au long de la semaine. On espère que tout ce qui va être mis en place va galvaniser davantage les Africains pour prendre conscience de leur potentiel et bien sûr prendre en main leur destin dans tous les secteurs. Nous remercions donc Maître Malisa Saïd Swahili, vice-adjointe du maire de Marseille, vice-présidente de l'Institut MA3, qui a été en ligne de Marseille en France. James Ola, diplômé de droit de la production et distribution de l'énergie à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, et Lagrange Siménou à Niankpé, sur ce plateau à Libreville, qui est directeur du cabinet Elish Council et consultant. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.